Eh bien, bonjour à tous. Antoine, est-ce que tu peux me confirmer que tout le monde voit bien mon écran? On voit bien ton écran, on t'entend bien. Super. Eh bien voilà, donc eh bien pour ma part, Sébastien Dylan-Sigère, comme Antoine l'a stipulé, je suis pas inscrit à l'organigramme, mais ça fait maintenant 1 an que j'ai rejoint l'équipe d'Enfos Drive après avoir passé au bas mot entre 12 et 14 ans chez Danfoss Schooling, hein, avec en background un diplôme d'ingénieur en réfrigération avec l'IFI. Juste pour refaire le point, donc Antoine vous l'a dit, Danfoss a historiquement démarré la production de composants pour la réfrigération. Et quand on a inventé le variateur de vitesse, on s'est tout naturellement penché sur les optimisations énergétiques et on a dédié une gamme de nos produits sur l'optimisation énergétique des installations dans le monde de la réfrigération. Pour ma part, je m'occupe du marché de la réfrigération sur toute la France, donc ça sera avec plaisir de pouvoir vous rencontrer, que ce soit sur les salons ou en vis-à-vis, en face à face dans vos entreprises ou sur le terrain, parce que j'apprécie énormément de vous rencontrer aussi sur le terrain, parce qu'on a une notion d'expertise qui est très importante et on vous accompagne au jour le jour sur le terrain. Est-ce que la diffusion est en plein écran, Antoine? Non, pas encore. Ah, hop, hop, tu viens de cliquer sur diaporama là? Oui. Ah, C'est étonnant parce qu'elle passe pas en diapo. Partager. Ah, alors attends. C'est étonnant, ça passe pas en diapo. Voilà, ça y est. Désolé pour ce petit couac. Voilà, donc la première page est passée. Quelques rappels. Et oui, nous allons une nouvelle fois repasser par quelques rappels de loi d'affinité. Ce premier slide concerne toutes les pompes et les ventilateurs. Pourquoi? Parce que le couple qui est associé aux pompes et aux ventilateurs n'est pas le même que celui des compresseurs. 3 notions à garder en tête. La dernière est la plus importante. La première, la capacité. Le volume est proportionnel à la vitesse. La pression est proportionnelle au carré de la vitesse et la puissance est proportionnelle au cube de la vitesse. Cette dernière notion est à noter, à retenir et à appliquer dans toutes les installations de réfrigération qui comportent des pompes et des ventilateurs. Donc c'est 100% de nos installations. Gardez en tête que de très fortes économies de puissance sont possibles avec de faibles changements de vitesse. On a pour habitude de retenir ce chiffre marquant, c'est-à-dire que 20% de réduction de vitesse nous apporte 50% d'économie de puissance. Voilà, juste un petit scope sur ce petit diagramme. On a pas mal d'installations qui fonctionnent en recirculation, c'est la majorité. On a bien souvent des vannes d'étranglement qui sont posées au droit des refoulements des pompes. On a une commande idéale qui est représentée par la courbe grise, la grise claire, et vous avez la commande qui va s'associer au montage d'un variateur de fréquence sur une pompe qui va nous donner la courbe grise. Et voilà, donc on va aller chercher les économies avec des réductions d'alimentation en fréquence et en tension sur ces pompes, ces ventilateurs et ces pompes centrifuges. Gardez bien en tête que ce couple variable, dit couple quadratique, s'applique sur les pompes, les ventilateurs et les pompes centrifuges. Voilà, juste pour bien imager, que ça reste en visuel assez flagrant dans vos esprits, vous avez les 3 rectangles jaunes qui sont sur les 3 schémas qui représentent pour celui de gauche une pompe lorsqu'elle est pilotée en direct. Vous avez le rectangle plus avec la surface la plus importante. Vous avez la pompe si le débit est régulé par une vanne de décharge qui se positionne juste au refoulement de la pompe. Donc on va diminuer le débit, on va augmenter la pression avec tout ce que ça peut engendrer comme problème sur l'installation. Et on a quand même une surface, donc une puissance consommée par la pompe qui est importante. Nous, ce que l'on vous propose avec une optimisation et une alimentation des pompes avec des variateurs de fréquence, c'est qu'on ne va consommer que la puissance et l'énergie requise par l'installation. On va déplacer, c'est comme si on changeait en fait la roue de la pompe ou modifier les pales d'un ventilateur. On va réduire pour optimiser et pour ne consommer que ce que l'on a besoin sur une installation. Grosse différence à noter. Là, vous avez sur votre droite une image d'un compresseur et là, on est sur des couples constants.
Donc là, c'est complètement différent. Pour être sûr de pouvoir démarrer un compresseur par tous les régimes qu'ils vont pouvoir voir passer tout le long de l'année, avec des PPA basses, des HP hautes, on a des couples importants. Et donc, on a un couple qui est dit constant. Donc, si vous êtes sur 100% de vitesse, vous avez bien sûr 100% du couple. Si vous êtes à 50% de vitesse, on va demander quand même 100% du couple pour pouvoir démarrer dans toutes les situations et continuer à fonctionner, parce que c'est pas juste dans les phases de démarrage, mais aussi dans les phases de fonctionnement. Si on réduit à 50% du couple, l'installation ne pourra pas fonctionner. On va maintenant donc se pencher poste par poste. Donc, on va démarrer par le pompage. On parlera aussi de la ventilation, des compresseurs, des différents types de compresseurs. Donc voilà, nous allons discuter de tous les composants qui constituent l'installation frigo. Voilà, donc pour revenir sur le pompage, historiquement, il était installé des vannes de décharge juste au droit des pompes de refoulement, ce qui bride la pompe, ce qui n'est pas très intéressant en termes de consommation énergétique. Variateur de fréquence, donc là directement en pilotage direct sur la pompe avec une consigne qui lui est injectée directement. Si vous avez une installation qui peut nous générer un signal à 0,10 volts, un 420 mA, on fonctionne avec tout type de commande, mais sachez que le variateur peut piloter directement sa pompe avec un capteur de pression qui va être installé au droit du refoulement. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc on va la caractéristique de la pompe qui est sur le schéma de droite en bas, vous allez déplacer cette caractéristique de pompe pour coller aux caractéristiques du système pour ne consommer que l'énergie requise. Le petit nota que vous voyez apparaître en bas, c'est que tout ce que j'explique aujourd'hui sur le pompage est bien sûr applicable sur les ventilateurs. Les ventilateurs qui sont juste, quand vous mettez au droit d'un ventilateur des ventelles pour juste réduire et adapter votre débit, c'est la même configuration, les mêmes économies d'énergie qui sont à faire à la clé. Sur le pompage, si vous voulez garder quelques chiffres en tête et pouvoir les présenter à vos clients finaux, on peut tabler sur une économie d'énergie de 48% d'énergie économisée si vous mettez tout en œuvre. Et si vous optimisez votre système, qui dit optimisation peut dire aussi le passage et l'intervention d'un de nos experts lors de la mise en service, lors de la mise en route et des suivis des optimisations à venir. Mais sachez que 48% d'efficacité d'énergie économisée, c'est des choses qui sont communément et qui sont très facilement atteignables. Un taux de retour sur investissement, bon là on va le laisser à 18 mois, mais on a vu des choses qui sont vraiment très intéressantes et qui sont inférieures à une année. Et là, vous avez un petit 10% qui apparaît, c'est sur une compensation de débit en fait. Les appareils que je vous présente sont des appareils qui sont dédiés à la réfrigération, mais Danfoss a d'autres domaines d'application qui sont notamment le pompage, l'irrigation, donc un gros domaine et des compétences très importantes dans ce domaine, ce qui nous a apporté cette petite notion de compensation de débit. Lorsque vous avez des besoins sur une ligne de distribution en eau glycolée qui diminue en fonction des postes qui régulent, on n'a pas une obligation de conserver une pression haute. On a la possibilité de réduire et de coller vraiment aux besoins. Et avec nos appareils, avec nos variateurs Danfoss, les FC102, vous avez la possibilité d'activer cette compensation de débit. Ça va nous réduire la pression dans les circuits. On n'a pas besoin de rester sur des pressions élevées pour distribuer, en sachant que les pertes de charge augmentent aussi avec la pression de façon importante. Donc on a cette option qui nous permet de gagner encore 10% sur les efficacités et sur les énergies consommées. Donc voilà, ça c'est les différentes, les petits plus Danfoss qui sont largement utilisés dans nos métiers. Donc on a parlé de la compensation de débit, on a bien sûr tous les fonctionnements qui peuvent être optimisés pour le fonctionnement des pompes. Donc si vous avez un constructeur de pompe qui va vous imposer une rampe initiale pour venir lubrifier des paliers ou des choses comme ça, on sait faire, aller chercher une fréquence minimum assez rapidement. Point de consigne, tuyau rempli, ça c'est les petites choses que vous voyez encore qui s'apparentent au domaine de l'eau. C'est pas notre cas, mais on peut l'avoir sur des tours de refroidissement ou des choses comme ça. Et un fonctionnement normal avec une vitesse. Et après, vous avez une fréquence qui va varier entre la fréquence minimale et la fréquence maxi. Derrière ça, les deux autres, vous avez des courbes de pompe qui vont pouvoir nous générer des alarmes, des choses comme ça. Et vous avez le dernier petit diagramme qui est juste en bas à droite qui nous permet de faire de la détection de débit nul. Chose très importante lorsque vous avez des circuits, ça c'est des options qui peuvent être activées, qui veillent sur le bon fonctionnement de vos circuits.
de façon totalement natif dans les variateurs. Donc vous avez la possibilité de faire de la détection de débit, vous avez des filtres qui s'encrassent, vous avez ou une canalisation qui explose sur une chambre froide, des choses comme ça. Eh bien le variateur, lui, s'il est bien paramétré, va se dire j'ai quelque chose qui se passe sur le circuit, il reste en veille en permanence, et il va dire soit il y a différents scénarios de repli, soit on arrête la pompe, soit on retombe sur une vitesse mini. Mais si vous avez une canalisation qui explose avec un débit nul constaté par le variateur, il serait très intéressant de pouvoir arrêter la pompe pour ne pas engager plus de dégâts sur l'installation. Le pompage en cascade, ça c'est des choses que l'on rencontre un petit peu moins sur les installations de réfrigération. On va plus avoir des choses, des batteries de pompe qui peuvent être mises avec une pompe qui est mise en secours, mais cette pompe, il faut quand même la faire fonctionner. Donc on a des petites choses qui peuvent être mises en œuvre avec des fonctionnements du démarrage ou des égalisations de temps de fonctionnement. Ça, c'est des choses qui peuvent être paramétrées. Alors là, l'installation, c'est une installation, on va dire, rêvée pour Danfoss. 4 pompes, 4 variateurs, mais là, derrière, vous allez lisser vos consommations, vous allez lisser tout ce qui est temps de fonctionnement, vous allez avoir une installation qui est totalement pérenne, sur lequel vous allez avoir un 100% dispo machine derrière assuré pour votre client. Derrière, si vous voulez, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'intelligence, et c'est ce on est là pour en discuter aujourd'hui, énormément d'intelligence embarquée dans les variateurs. Vous en utilisez qu'un petit pourcentage, parce que bien souvent, avec nos approches régulateurs sur les centrales ou sur les salles des machines, eh bien, vous avez un automate qui va nous générer un 0,10 volts ou un 420 qui vient piloter le variateur, mais sachez et gardez en mémoire que le variateur peut être autonome. Donc si vous avez des remodelings à faire ou des choses comme ça, des interventions à faire, des modifications de circuit à faire, le budget est un petit peu serré sur l'automate, on ne peut pas changer l'automate, eh bien, confiez-nous la mission, on saura vous aider et vous sélectionner le matériel qui pourra vous faire piloter sans modification de l'automate et vous permettre de réaliser des économies. Si on prend le cas donc de la ventilation, donc là, je reviens un petit peu moins en détail, mais les économies sont très importantes à faire derrière. Voilà, juste l'exemple à garder en tête. Si vous avez une vitesse de 1800 tours par minute sur un ventilateur, si vous la réduisez à 900 tours par minute, cet exemple est bâti sur un ventilateur de 45 kg, eh bien vous allez passer votre consommé à 1800 tours par minute de 45 kW à 5,63 kW à 900 tours par minute. Donc c'est quand même très intéressant. On sait très bien que les installations en ventilation sont toujours surdimensionnées, donc on a toujours des problèmes, soit que ce soit même de l'acoustique, ça il ne faut pas l'oublier aussi. Donc on peut adapter vraiment aux besoins avec des grosses économies d'énergie. Aujourd'hui, la ventilation, la variation aux fréquences, et attention, la variation est souvent associée au condenseur. N'oubliez pas que les ventilateurs dans les évapos, donc dans les chambres froides, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a des belles économies à faire aussi sur ces chambres froides. Si on parle un petit peu plus en détail donc du circuit de froid, vous l'aurez reconnu, un beau groupe de motocompression. Donc voilà, juste pour revenir un petit peu en détail donc sur les différents composants, c'est un petit peu scolaire, on va dire, mais ça nous permet de vraiment bien anticiper le fait que si l'on met de la variation de vitesse, c'est pas pour rien. Donc si on prend donc le compresseur qui est positionné entre A et B, compresseur, on va lui mettre un variateur de vitesse. Entre B et C, vous avez donc le condenseur. Sur la photo de gauche, vous avez une centrale carrossée. On va juste se concentrer sur le condenseur. Donc lui, bien sûr, les besoins en été et les besoins en hiver sont complètement différents. Donc on peut adapter bien sûr la vitesse avec un variateur de fréquence sur les condenseurs. Vous avez un joli détendeur historique de Danfoss. Alors il a sa fonction d'économie d'énergie. C'était le premier objectif de Matt Clausen à la création de Danfoss. C'était d'automatiser, d'optimiser les consommations énergétiques sur les installations frigo. Réussi depuis 1933, ça c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on a un petit peu abandonné quand même la technologie sur des puissances importantes de tout ce qui est vanne de détente thermostatique. On est passé sur de la détente électronique, de la détente électrique pour les personnes qui ont connu les vannes à caver.
Et donc aujourd'hui, ça nous génère un débit de liquide dans les installations qui varie en fonction des besoins, d'où la nécessité aussi d'adapter la vitesse du groupe de motocompression. Oui, à la fin, vous avez donc bien sûr l'évaporateur qui va générer un débit variable de vapeur sur l'installation. Voilà le diagramme enthalpique hein, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Vous avez la compression, l'expansion, la condensation, la vaporisation. On n'a pas trop de surfroidissement là, mais on arrivera quand même, si vous avez le subcooling qui est un petit peu en bleu, bien sûr à garder en tête pour alimenter de façon correcte vos évaporateurs, surtout vos détendeurs. Voilà, donc après on va se concentrer sur les différents types de compresseurs. Donc vous avez donc les scrolls, donc qui sont aussi bien construits par Danfoss. Hein. On a une très forte expertise sur ces types de compresseurs, avec une orientation qui va être plus sur de la clim, donc scroll hermétique. Vous avez donc tous les compresseurs à piston réciproque. Là, on a mis du semi-hermétique, mais vous avez de l'ouvert, vous avez aussi des hermétiques. Vous avez donc les vis avec les semi-hermétiques et les ouverts, et vous avez donc les centrifuges. Tous ces types de compresseurs, que ce soit n'importe quel type de moteur qui entraîne ces types de compresseurs, Danfoss peut piloter n'importe quel type de moteur. Application sur un compresseur, donc le compresseur à piston. Si on prend, vous aurez reconnu un joli compresseur Mycom. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez encore bon nombre d'installations qui fonctionnent sur ce type de compresseur à piston avec là, pour l'exemple, on a pris 4 pistons qui récupèrent à chacun 25% de la puissance. Donc quand on engage le premier piston, on a 25% de la puissance, le deuxième 50, enfin ça va me donner 50 au total, 75 et 100%. Le problème se pose lorsque vous atteignez 75, 76, 78% de puissance nécessaire. Eh bien vous allez être obligé d'engager le quatrième piston avec des temps et des bandes mortes qui sont là dans l'exemple, et ça c'est ce qu'on rencontre communément sur la mécanique embarquée, des temps de 150 secondes entre l'engagement de chacun des pistons. Et là, vous avez un problème qui se pose de taille, c'est que vous avez, voilà, si vous avez besoin de 76%, vous avez 24% d'énergie perdue, mais il faudra quand même alimenter le moteur pour assurer la production. Donc ça, c'est le problème. Donc voilà, le nombre de pistons détermine la capacité du compresseur, mais si vous avez besoin d'un poil de plus, vous êtes obligé d'engager un piston en plus. Et vous avez au finish un contrôle qui est non linéaire, donc vous avez des pressions en BP qui vont fluctuer énormément du fait de ces enclenchements et déclenchements et de ce temps de latence qui est important pour assurer tout ce qui est passage des pistons. Si vous prenez ce même exemple avec un contrôle de capacité par variateur, eh bien vous allez lisser et vous finish, vous allez récupérer un contrôle qui va être linéaire et vous aurez plus ces problèmes d'escalier parce que le premier piston, alors là ce compresseur à piston est un petit peu différent, mais vous allez réussir à avoir des temps de rampe d'accélération, décélération qui sont au maximum de 30 secondes, donc vous avez des choses qui vont être beaucoup plus souples, et si vous avez besoin de 76%, eh bien vous irez chercher le 76% de fonctionnement. Vous n'irez pas jusqu'au 100%, vous aurez consommé les 76%. Attention aux vitesses mini qui doivent bien sûr être maintenues pour assurer un refroidissement soit du moteur s'il n'a pas de refroidissement additionnel, et les pressions d'huile qui dans ces installations sont très importantes à considérer. Compresseur à vis, donc ça sur du front industriel, c'est des choses que l'on rencontre beaucoup plus communément. Donc voilà, compresseur à vis, donc vous avez un tiroir qui assure la régulation. Donc vous avez la position du tiroir qui détermine la puissance du compresseur. Vous avez en rouge la courbe réelle, c'est ce que l'on rencontre sur le fonctionnement, et bien en vert la courbe idéale, mais celle-ci n'est jamais mise en œuvre parce que le type de régulation de cette technologie ne le permet pas. Donc là, on s'est dit, il y a quand même des belles choses à faire, et on s'est dit, on va adapter nos fonctionnements. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter avec la variation de fréquence, d'aller chercher, de coller au plus près la courbe idéale. C'est des choses que l'on arrive à faire. Aujourd'hui, pourquoi on n'est pas au pied à 10% de la capacité, pourquoi on n'est pas à coller la courbe verte, parce qu'on a quand même un minimum de vitesse pour assurer un refroidissement moteur et une pression d'huile dans le circuit, donc on se décale quand même un petit peu, mais on tend, à partir du moment où vous arrivez sur les 40 à 50% de la capacité, à aller chercher la courbe idéale. Pour ce faire, l'installation démarre à vide communément, on va chercher la vitesse mini,
on ouvre le tiroir à 100%, et à partir du moment où le tiroir est ouvert à 100%, c'est le variateur qui prend le relais et qui fait varier la puissance. On ne bouge plus la position du tiroir. De ce fait, on a moins de pièces en mouvement, on a moins d'usure de pièces, et on a moins de casse, donc une dispo machine qui est plus importante. Voilà, donc sur les compresseurs, on garde en tête, voilà, comme sur les pompes, on était sur du 48%, sur un compresseur, on va être sur un 30% d'énergie économisée. Gardez en tête surtout que vous avez des puissances qui vont être beaucoup plus lissées par rapport à vos besoins. Donc dans certains process, eh ben, ça peut être très intéressant, parce que quand vous êtes sur de l'agro, quand il y a des postes qui démarrent, ou des choses comme ça, où il faut de la réactivité sur des boucles d'eau, ou des choses comme ça, il faut aller très vite. Donc là, ça va très vite, on peut monter assez rapidement, on fait ce que l'on veut sur les variateurs, tout tant que la mécanique et le compresseuriste nous autorise à le faire. Et vous avez bien sûr en temps des temps de réaction qui sont vraiment très améliorés. Voilà, le circuit de froid, donc les fonctions compresseurs, c'est ce que je vous disais sur les pompes, on a la possibilité de faire des cascades, de gérer des cascades sur les pompes. On a la possibilité d'utiliser le variateur comme un régulateur de centrale. Si vous prenez le petit exemple qui est sur votre droite, donc là vous avez une centrale frigo qui est composée de 5 compresseurs. Vous avez 2 compresseurs sur vitesse variable, le compresseur 1 et le compresseur 2, et le compresseur 3, 4, 5, ce sont des compresseurs qui s'enclenchent en tout ou rien. Pour la petite remarque, on peut vous proposer aussi des démarreurs. Si vous avez des compresseurs qui sont de forte puissance sur ces installations pour éviter tout ce qui est pic de courant, on peut vous chiffrer et vous proposer des sélections techniques sur des démarreurs. Donc voilà, donc brièvement le fonctionnement. Donc vous avez un premier variateur qui va s'enclencher, donc qui va faire du 25-50 Hz. À partir du moment où on a dépassé cette capacité et que vous avez encore besoin de puissance, et bien vous allez enclencher le deuxième qui va continuer à fonctionner avec le premier. On va avoir une petite bande où on va pouvoir faire un petit peu de survitesse, le 50-60 Hz. Faites attention à la survitesse. Je rappelle, aujourd'hui, on vient modifier la fréquence dans nos variateurs, on vient travailler aussi sur la tension, mais on aura du mal et on ne pourra pas aller au-dessus des 400 volts. Donc, pour ce faire, pour garder le couple constant, il y a quand même une limite. Donc le 60 Hz, ça va être vraiment, vraiment, vraiment la limite, parce qu'après, vous avez le couple qui ne sera plus constant et vous allez avoir des surintensités qui vont se générer dans le système. Donc faites très attention, c'est un petit peu joueur d'aller chercher de la survitesse. Alors je sais que vous en avez besoin, c'est en ces phases de changement de fluide, d'optimisation et vraiment de monde un petit peu incertain sur les fluides. Donc on essaye de chercher toutes les technologies, toutes les astuces possibles pour réussir en changeant un fluide si on a moins de capacité frigo, et bah de se dire allez, je vais tourner un petit peu plus vite. Faites attention, c'est un peu joueur, il faut quand même faire très attention parce que si vous calez, et ben votre compresseur il tournera plus et vous allez avoir des problèmes sur des alarmes qui vont apparaître sur vos variateurs. Voilà, donc cascade, on l'a dit, jusqu'à 7 compresseurs ou ventilateurs, hein, le système est identique sur les ventilateurs. On peut équilibrer les temps de marche, ça va être des temps de marche en temps, hein, on va pas se dire, c'est pas juste des enclenchements qui va compter, c'est vraiment des temps qui va égaliser. Voilà, là sur cet exemple, on n'a pas de régulateur externe. On va pouvoir faire de la BP flottante, de la HP flottante. HP flottante, on va y revenir. BP flottante, c'est vraiment en fonction. Alors, il y a énormément à gagner, hein, même en mettant une BP, une consigne de nuit, une consigne de jour, il y a des choses à faire. Mais la BP flottante, elle est vraiment associée à votre application. C'est pour ça que tous les projets nécessitent une étude d'experts. Alors, j'en fais partie, mais il y a aussi toute l'équipe d'IPA qui est disponible. On en reparlera un petit peu à la fin, mais on est vraiment à votre disposition pour discuter de toutes ces optimisations. Sur la gauche, on vous a mis un petit rappel des différents fluides. Aujourd'hui, bon, ça s'est calmé un petit peu, on en parle un peu moins, mais les fluides frigorigènes, par un temps, il y en avait un qui sortait par semaine. Donc, qui sont bien sûr embarqués en standard dans les variateurs. On a des tables de conversion qui sont intégrées. Si les tables n'existent pas, une mise à jour peut être faite pour les intégrer, ou des coefficients peuvent être intégrés dans les variateurs pour réussir à trouver tous les fluides qui existent, dans le but de récupérer un capteur 420 qui vient transformer la pression en température dans le variateur directement. Voilà, ça en fera encore s'ouvrir quelques-uns. Voilà, quelques mises en œuvre des variateurs, donc ils peuvent très bien être mis directement sur les skids dans des salles des machines, ou alors sur des armoires électriques ou dans des salles électriques dédiées. Il n'y a aucun souci, nos variateurs sont designés pour.
Si on prend donc le circuit de froid côté condenseur et les évaporateurs, donc, si là l'exemple est bâti essentiellement sur les condenseurs, on discutera quand même un petit peu des évaporateurs parce qu'il y a vraiment des belles choses à faire. Donc voilà, c'est un exemple que vous avez peut-être déjà vu sur les personnes qui ont assisté à la formation de vendredi, mais j'y reviens quand même parce que c'est très très causant. Si vous prenez donc un chiller, après voilà, l'exemple peut être fait sur une batterie de condenseur sans chiller associé, mais voilà, si vous prenez un condenseur, donc vous avez donc sur la photo de gauche, vous avez 4 ventilateurs qui fonctionnent sur les 8. Vous avez un ventilateur qui représente 1 kW, donc vous allez consommer 4 kW en utilisant que 50% de la surface. Si sur l'exemple de droite, donc vous avez les 8 ventilateurs qui fonctionnent, qui sont toujours plaqués à 1 kW, mais qui vont fonctionner à 25 Hz. Et au total, il n'y a pas une faute dans le calcul, mais vous allez consommer 1 kW. Donc là, je vous laisse estimer ce que vous pouvez gagner. Vous allez déjà avoir tout un encrassement qui va être uniforme sur l'installation. Donc vous n'allez pas vous déplacer juste pour nettoyer 2 V, mais bien sûr les 4, et vous aurez une prolongation et des intervalles d'intervention nettoyage qui seront plus larges. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Et là, on va aller chercher jusqu'à 75% d'économie d'énergie. Donc là, je vous laisse estimer le potentiel que vous avez. 6 à 8 mois de retour sur investissement. Je ne parle pas des C2E qui aujourd'hui nous facilitent un petit peu le business, mais qui demain sont très incertains. HP flottante, donc ça c'est des choses qui sont bien sûr embarquées dans nos variateurs, avec une sonde de température extérieure qui peut être connectée, un capteur d'infos sur la HP, et dans le variateur, vous avez directement la gestion de cette HP flottante. Alors gardez en tête que la HP, je ne vais pas vous la prendre, on ne va pas la descendre jusqu'à ce qu'on ne pourrait pas faire par rapport à la température extérieure, il y a toujours un delta T à conserver au condenseur pour une alimentation 100% liquide des détendeurs et un petit peu de surfroidissement. Ça, c'est des choses qu'il faut bien garder en tête. Mais là, en plein hiver, il faut arrêter de condenser à des températures élevées. Il faut juste bien s'adapter et jouer cette HP flottante. Sur la BP flottante, donc tout ce qui est BP, j'en parlais tout à l'heure, il faut vraiment une étude poussée ça va être des choses qui sont envisagées sur du stockage. Vous allez pouvoir stocker un petit peu de frigories sur des installations de froid négatif. Vous allez descendre des consignes quand vous avez des tarifs préférentiels au niveau de l'électricité. Ça, c'est des choses qui peuvent être communément faites juste avec un fonctionnement jour-nuit. On a différents scénarios qui peuvent être engagés dans les variateurs, jusqu'à 4 différents. Donc 4 températures différentes qui pourraient être engagées. Mais là, déjà, si vous diminuez les consignes en pleine nuit ou quand vous avez de l'énergie qui est moins chère, pour descendre la BP, donc descendre les températures dans les stockages, et puis pour moins tourner quand l'électricité est plus chère, ça peut vraiment être intéressant. Toujours pareil, ça s'étudie et il faut vraiment l'anticiper dès la création. Une solution d'Enphos EC+, voilà, c'est pour rediscuter un petit peu de cette solution. Aujourd'hui, de nombreuses batteries de condenseurs sont équipées de ventilateurs EC. Il s'avère que Danfoss, pour contrecarrer un petit peu ce marché qui s'est bien établi sur les ventilateurs EC, on a sorti quelques études et on l'a fait avec des démonstrations sur le terrain. Donc c'est le Danemark qui nous a fourni quelques études. Donc si vous prenez un ventilateur avec une efficacité de 92%, un moteur, alors là il a été spécifié un moteur PM, mais vous avez aussi aujourd'hui des moteurs asynchrones qui fonctionnent avec des efficacités qui sont très importantes. C'est ce qui fait un petit peu que les solutions aujourd'hui se percutent. Vous avez donc aussi un variateur qui lui a son efficacité, on ne se le cache pas. Quand je vous le déballe du carton, on va dire qu'il a 98-97% d'efficacité. Et vous avez donc une équation qui arrive sur un 85% d'efficacité. Pourquoi EC+? C'est parce qu'aujourd'hui, une efficacité d'un ventilateur EC, on sait qu'elle sera inférieure à 85%. Voilà, sur le circuit froid, on peut aussi parler de tout ce qui est CTA. Donc là, vous avez des petites choses qui vont vous intéresser pour tout ce qui est, notamment dans l'agro. On a sorti on l'appelle la PTU 25. Donc c'est des petites choses qui viennent directement se plugger sous le variateur avec une connexion directe sur les cartes de commande. Et vous avez juste à raccorder vos tubes cristal qui vont prendre les pressions donc sur un filtre. Donc c'est des choses qui fonctionnent en différentiel de pression. Donc là, vous allez chercher jusqu'à 4
différentiel de pression, donc comme le présente le schéma. Donc vous allez pouvoir contrôler une pression de filtre et donc déterminer un encrassement sur l'air extérieur, une pression différentielle sur le ventilateur, une pression différentielle aussi qui va être sur le filtre de soufflage, et pour déterminer une pression disponible pour l'installation. Ça, c'est les petites choses qui vont vous remplacer tous les pressostats que vous installez avec tout le câblage associé, et vous avez quelque chose qui est très compact, qui se paramètre directement sur le variateur. Si vous avez des optimisations, on sait qu'il y a énormément de CTA qui fonctionnent avec aucune gestion de la vitesse, donc pas de vitesse variable d'engager, et vous avez des besoins, et habituellement vous avez bien quelque chose qui se considère avec des ventelles à la sortie pour adapter vraiment le débit aux besoins dans les salles différentes. Donc là, si vous installez ce petit système et qu'il est bien paramétré, vous avez directement des optimisations en coût et en fonctionnement qui sont améliorées. Gardez en tête que ces variateurs peuvent s'installer en extérieur. On préconise de mettre une petite casquette pour éviter tout ce qui est neige et autres pigeons qui pourraient venir couver dessus, mais pour assurer la ventilation sur les radiateurs à l'arrière. Et vous avez des choses qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Cet appareil est disponible, bien sûr, et on a vraiment de très très bons retours sur tous les clients qui nous les ont déjà commandés et installés. Voilà, si on revient un petit peu plus dans les fonctions des variateurs FC102, FC103. Alors, dit pourquoi FC102, FC103, les deux travaillent sur la réfrigération. Sur la réfrigération commerciale, on va plus être sur du FC103 qui va plus avoir un dialogue frigoriste, qui va poser des questions directement, quel type d'application, compresseur, quel type de compresseur, si c'est après si on travaille sur un condenseur, un évapo, de la ventilation, de la pompe. Ça, on pose vraiment des questions, c'est vraiment dédié, c'est le variateur dédié pour la réfrigération. Les industriels et nos incorporateurs et nos clients finaux utilisent aussi bien des FC102 qui font absolument la même chose sur les installations. Voilà, donc les fonctions, on va avoir des couple compresseur spécifique si vous avez des choses un petit peu exotiques à faire sur vos installations, on est là pour vous accompagner. Donc bien sûr des rampes initiales pour le démarrage, fréquence mini, fréquence maxi, un point de consigne, et vous avez des rampes finales pour venir adoucir et arrêter les compresseurs. Soit on lâche et c'est lui qui s'arrête naturellement, ou on l'accompagne pour l'arrêter. Voilà, surveillance, vitesse mini, atteinte, et pour qu'on ait bien sûr de la sécurité au niveau de la lubrification. Dans les fonctions des compresseurs aussi, on va intégrer tout ce qui est limitation du nombre de démarrages. On sait très bien que ce qui use les compresseurs, c'est les démarrages et les arrêts. Donc quand vous avez de la vitesse variable, comme vous venez adapter, c'est quand même complètement différent. Donc ça va être beaucoup plus souple, on aura moins de démarrage et d'arrêt, mais il faut quand même le contrôler. On a une fonction de retour d'huile qui peut être activée sur le variateur. Clairement, quand vous avez des vitesses faibles, sur des longues périodes, vous avez de l'huile qui ne revient pas sur l'installation, du fait des pièges à huile et de tout ce qu'il en fait, l'installation étant dimensionnée pour assurer des vitesses et des retours d'huile. Si vous n'avez pas les vitesses minimum dans les tuyauteries, l'huile reste là où elle veut, et c'est pas ce que l'on veut, parce qu'on veut qu'elle soit vraiment sur le compresseur. Donc voilà, vous avez des choses qui peuvent être activées avec des temps de fonctionnement. On booste la vitesse pour aller chercher et faire une chasse d'huile dans toute l'installation pour récupérer l'huile et qu'elle se retrouve bien sûr dans sa nourrice. Vous avez aussi les fonctions thermostat et pressostat, donc des précoupures en sécurité, des déclenchements de sécurité mécanique. Le compresseur pour respecter tout ce qui est PED, DESP, toutes ces nécessités de sécurité peuvent attaquer directement le variateur. Voilà, donc on a les mêmes fonctions sur nos compresseurs à vis. Détection de faible débit, c'est ce qu'on disait tout au début, c'est ce que je vous disais. On mesure la vitesse et la puissance en fait. On va faire une acquisition lorsque l'on démarre l'installation. On va faire fonctionner quelques secondes l'installation avec la vanne d'isolement de la pompe fermée pour qu'elle sache ce qui se passe lorsque le fonctionnement est fait sans débit, vitesse mini, vitesse maxi. Après, elle part en fonctionnement et elle saura dire si elle se rapproche de cette courbe
de puissance à débit nul ou faible, elle saura dire si jamais il y a un souci en détection et d'alarmer ou de partir sur un scénario de repli. On va éviter tout ce qui est surchauffe de pompe, parce que faire tourner une pompe à débit nul, on sait ce qui se passe. Et voilà, on a aussi un mode veille qui peut être activé lorsque tous vos postes sont en régulation et que vous n'avez plus de besoin sur l'installation en distribution d'eau glycolée ou quoi que ce soit, ou de pomper, ou des choses comme ça. Et bien vous avez la pompe qui peut se mettre, enfin le variateur qui se met en mode veille et la pompe ne consomme plus rien, mais le variateur continue à observer le réseau. Si jamais il y a le moindre besoin, ça redémarre. Voilà, c'est ce que je vous disais sur le mode veille. Donc c'est des fonctions qui peuvent être activées assez facilement sur les installations. Compensation de débit, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, dans nos installations, on peut avoir des installations qui commencent à avoir des réseaux de distribution qui sont très importants, avec bien sûr des pertes de charge importantes. Donc au lieu de se dire, je suis obligé d'aller mettre des capteurs un petit peu dans toute l'usine pour regarder si j'ai de la pression et de la distribution correcte dans tous les organes et dans tous les postes, vous avez la possibilité de ne mettre le capteur qu'à la sortie, à la proximité de la pompe. Donc ça facilite bien sûr la maintenance. Et ça permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Pourquoi? Parce que au lieu de se dire je garde une pression constante à 3 ou 4 bars, on va descendre cette pression en fonction du besoin. Donc là, tout le carré, toute la surface grisée que vous avez, c'est de l'énergie que vous n'allez pas consommer, que vous n'allez pas payer. Donc c'est des choses qui vous permettent de faire encore des économies d'énergie. On a des contrôles de cascade qui sont intégrés en standard. Donc vous avez donc sur le schéma du haut toujours l'installation rêvée pour Danfoss, 4 pompes, 4 variateurs. Donc ça c'est des choses bien sûr qui existent de moins en moins, ça a existé. Et vous avez plus des choses qui sont sur le schéma du bas avec 4 pompes mais 2 variateurs. Voilà, ça va nous permettre de garder de la sécurité. Si jamais vous avez, on ne parle plus de maître esclave, on parle de maître suiveur, mais si jamais vous avez le maître qui tombe en panne pour une raison inexpliquée, vous avez quand même le deuxième qui prend le relais, qui va gérer, qui va faire fonctionner sa pompe et vous permettre, vous autoriser le temps d'intervention. Voilà, donc vous avez la possibilité, bien sûr, d'égaliser les temps de fonctionnement et de gérer l'alternance de 2 pompes sans cascade. Vous faites tout ce que vous voulez sur ce type de fonctionnement. Bypass de réglage en semi-automatisé, là c'est les fréquences de bypass. Voilà, sur nos installations, on a bien souvent des fréquences à laquelle on génère des résonances ou des choses comme ça sur les circuits. Ça peut être destructeur. Il faut vraiment pas passer à côté de ces choses-là. On a de nombreux industriels qui mènent des campagnes de surveillance de ces résonances et de ces vibrations qui peuvent être générées par beaucoup de choses. On peut avoir des accouplements, on peut avoir, alors sur les pompes, on peut avoir de l'arrachement de matière ou des choses comme ça. Sur les compresseurs, on peut avoir des accouplements qui faiblissent ou des alignements de variateurs. Mais bon, ça, c'est des choses. Mais sur les fréquences de bypass, et quand vous avez des installations qui fonctionnent, on peut être amené à faire jusqu'à 4 sauts de fréquences, pour se dire, sur l'exemple qui est juste exposé. On fait varier de la fréquence minimum à la fréquence maximale de l'installation. On repère de façon manuelle les fréquences qu'il ne faut plus voir passer sur le moteur. Là, dans l'exemple, c'était entre 31 et 33,1 Hz. On chante ces quelques Hertz de variation et l'installation ne passera plus sur ces fréquences. Très peu d'incidence sur le fonctionnement, mais en termes de qualité et vraiment de suivi de l'installation, on a vraiment des choses qui pérennisent les installations. On peut aller jusqu'à 4 sauts de fréquence. Voilà, la HV flottante, on en a déjà discuté tout à l'heure. C'est un slide qui revient, mais qui pourrait être supprimé. Fonction sur les centrales d'air, donc on a des équilibrages de débit entre les airs neufs et les airs repris. Voilà, on a aussi des seuils de couple de casse de courroie. Si jamais vous avez des choses une courroie qui casse, le moteur il va s'emballer, mais le variateur lui va se dire il se passe quelque chose, donc je mets une alarme. Donc j'envoie soit une préalarme, j'arrête l'install, pareil, scénario de repli et on fait ce que l'on veut.
Voilà, donc après on a c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, donc après on arrive à aller chercher donc tout ce qui est équilibrage de débit entre l'air neuf et l'air repris pour aller vraiment directement sur le variateur, faire varier la vitesse du ventilateur pour adapter en fonction de vos besoins et des différents encrassements que vous pouvez avoir sur les filtres. Démarrage à la volée, donc ça c'est des choses, ça peut arriver, ce sera sur de la ventilation, les pompes ne sont pas concernées parce qu'on a de la charge qui est importante, les compresseurs non plus. Par contre, les micro-coupures sur des réseaux, on peut en avoir quand même assez communément. Donc sachez que le variateur sur de la micro-coupure, hein, on ne parlait pas de plusieurs secondes ou de minutes, hein, sur de la micro-coupure, le variateur, lui, va faire passer ces micro-coupures et on n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement. Voilà, donc en conclusion, que ce soit les FC102 ou les FC103, on est sur des appareils, vous avez un seul variateur pour toutes ces applications. C'est conçu pour travailler bien sûr en autonome, avec des montages simplifiés qui peuvent être aussi bien intégrés sur les skids qu'en salle des machines, au mur, avec des refroidissements arrière, mais ça vous connaissez déjà bien nos appareils. Mais on en voit encore qui sont un peu installés de façon hasardeuse, donc on reste à votre disposition pour vraiment discuter tous ces montages. Je voulais juste vous reparler avant de finir et de récupérer vos questions. C'est de nouvelles choses qui arrivent sur nos variateurs. Ça s'appelle la CBM, c'est de la maintenance conditionnelle. Aujourd'hui, on va utiliser le variateur comme un catalyseur d'information, puisqu'aujourd'hui, on va mesurer en live tout ce qui est courant, tension, température du variateur. On a des valeurs qui sont calculées, les puissances, les couples, les vitesses, et on a des signaux de contrôle. Voilà, tout ce qui arrive de l'extérieur, les références, les vitesses et les courants. Là, on va faire de la recherche de défauts. Si jamais il y a des choses qui évoluent de façon négative, on peut faire quelque chose sur ces grandeurs mesurées. Derrière les grandeurs mesurées, on va avoir des grandeurs qui sont calculées par l'algorithme CBM d'Anfos. On va avoir du niveau de vibration, du niveau de charge, de l'état de bobinage, et de tout ça, on va pouvoir en sortir des statistiques. Tout ça dans le but d'amélioration du process, d'optimisation des programmes de maintenance. Je vais juste me permettre une petite chose. Voilà, désolé pour le bruit environnant. Derrière ça, on établit une stratégie de maintenance. Aujourd'hui, vous êtes sur de la maintenance qui est dite corrective, de la maintenance préventive, systématique, qui coûte très cher à vos clients. Pourquoi? Parce qu'ils ont des jolies étagères pleines de composants. Si c'est des boîtes d'Anfos, on aime bien, mais c'est des produits qui évoluent, qui vieillissent, qui ne sont pas utilisés, qui coûtent de l'argent et de l'immobilisation. Nous, on se propose avec vous de partir sur de la maintenance préventive sous condition. Donc là, on va parler plus de maintenance préventive, prévisionnelle et prédictive. Donc ça va être de la maintenance 2.0. Pour cela, un des gros postes qui va vous intéresser, ça va être la surveillance de bobinage. Aujourd'hui, vous avez des installations, remodeling, vous êtes contacté par un client qui veut faire de l'optimisation énergétique. Il n'a pas trop d'argent, il veut garder ses moteurs, et là il se dit, on va mettre du variateur, très bien. Vous lui proposez d'installer des variateurs, mais qu'en est-il de l'état des moteurs? Eh bien, Danfoss a sorti par des brevets derrière, une supervision du bobinage moteur sans capteur. Donc là, on va réussir à aller chercher, à détecter, puisqu'on alimente phase par phase le variateur, le moteur, on va aller réussir à détecter un enroulement qui commence à faiblir avant, je dis bien avant, que l'installation ne tombe en défaut. Donc ça, c'est des choses qui sans capteur, arrivent à faire de la belle anticipation du 100% machine. Supervision de la vibration. Donc là, on a avec la mise en place d'un capteur de vibration. Alors, ça va pas être un capteur qui prend les trois axes, c'est on va dire, enfin, si, il prend les trois axes, mais ça va pas être du X, Y, Z. Mais on va réussir à faire de la détection. Donc, sur des installations, ça peut être très intéressant, que ça soit sur le moteur ou sur le compresseur. Si la question arrive, on est en train de travailler pour avoir 3 entrées, maxi certes, mais 3 entrées sur un même variateur. Donc, on récupère ce signal 80 mA, c'est des millimètres par seconde, c'est une accélération qui est donnée. Et on va récupérer ce signal que l'on va intégrer dans le variateur et on va pouvoir
déterminer un seuil d'alarme et avec un scénario de repli comme d'habitude. Avec ça, on va pouvoir déterminer un ballot, un desserrage, un défaut d'alignement ou de la résonance mécanique. Donc ça, c'est très intéressant sur des installations, que ce soit sur des compresseurs, des pompes, des moteurs. Les pompes, bien souvent, il y en a des qui sont distribuées un petit peu dans toute l'usine. On ne sait plus trop où elles sont, mais c'est quand même intéressant si on veut faire une maintenance et pouvoir détecter des choses qui se passent avant que la pompe ne casse. Supervision de la charge. Alors, il y avait sur cette présentation, il y avait un joli diagramme à côté avec une vidéo, mais elle est un petit peu lourde et ça ne vous parvient pas et la diffusion de cette vidéo n'est pas très intéressante. Mais on arrive à établir en fait la signature. Donc, on arrive vous prenez une pompe, vous allez la faire fonctionner. Vous allez établir la signature comme la map d'un compresseur et vous autorisez la pompe à fonctionner dans cette map. Si elle sort de la map, c'est qu'il y a un souci, que ce soit des filtres encrassés, un débit nul ou des choses comme ça. Et là, vous avez directement un signal d'alarme qui apparaît. Donc voilà, on peut avoir de la friction dans les machines aussi. Sur les pompes, c'est des choses qui peuvent arriver. La mise en œuvre de cette acquisition déjà de la signature, parce que c'est pas toujours évident à anticiper. En fait, on va se dire, on a deux modes d'acquisition. Le premier mode, c'est le jour de la mise en service, on a la dispo de la machine. Donc, on va se dire, entre 1 minute et 2 heures, on fait fonctionner. Le variateur va faire fonctionner de la fréquence mini à la fréquence maxi. Il récupère la signature de son moteur et avec ça, il se fait sa banque de données et il compare en permanence après le fonctionnement de la machine durant toute la vie de la machine. On va se dire, est-ce que je suis vraiment par rapport à ma signature initiale, est-ce que c'est bon? Dans nos installations, quand vous êtes sur de l'agro, des choses comme ça, on n'a pas la dispo machine. On vous propose de fonctionner en mode online baseline, c'est-à-dire qu'on peut fonctionner sur une acquisition qui va jusqu'à 6 mois. Donc que ça soit pour passer les saisons, les taux de charge de l'usine ou le fonctionnement un petit peu alternatif, on arrive à récupérer cette signature en 6 mois. Et on a le même fonctionnement derrière, on va déterminer les mini, les maxi, les moyennes, les écarts types pour définir une stratégie d'intervention et pour pouvoir récupérer tout le fonctionnement. Voilà, donc là, c'était la visualisation en live, mais j'ai supprimé cette vidéo volontairement parce que c'était pas très intéressant. Ouais. Voilà, donc on a voilà sur le principal à garder en mémoire, c'est que ça soit sur la détection de bobinage du taux de charge ou du vibratoire, vous avez une alarme qui apparaît sur le variateur et cette alarme, bien sûr, va transiter par le Modbus pour récupérer une GTC quelconque et vous avez donc toutes les informations qui remontent en live. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Donc, je pense qu'on va récupérer vos questions. Jérôme Nuguet, qui est un de nos IPA, qui a de très fortes connaissances sur la réfrigération, est aussi à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Ouais, bonjour à tous, je suis en train de répondre à quelques questions par écrit au passage. D'accord. Ah bah, super. Voilà. Non, on avait des questions sur la présentation, bien évidemment, comme à chaque fois, une copie vous parviendra. J'ai plusieurs questions, a priori, sur les guides d'application. Sachez c'est toujours actif chez nous, hein, franco-français, c'est des guides d'application d'une dizaine de pages, assez personnalisés suivant les applications. Et je suis persuadé qu'on arrive à trouver quelque chose, si ce n'est pas exactement celui de l'application dont vous avez besoin le jour, on arrive à trouver des choses approchantes. N'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Et si on est approchant, on saura vous guider, vous donner le complément. On a également une question concernant les mètres suiveurs en pompage, concernant la redondance éventuellement de capteurs. Alors oui, on peut avoir une redondance complète, mais le câblage est plutôt compliqué hein, quand on veut vraiment avoir l'ensemble. Hein. Mais ça reste possible, ça reste dans le domaine du possible. Mon micro ne fonctionne pas bien comme hier. Si, on t'entend bien là. On t'entend bien, ouais. Ok, ouais, pas de problème. Alors, est-ce qu'on peut piloter un seul variateur peut piloter 3 ventilateurs identiques en parallèle? Oui, bien entendu. Oui, quand Sébastien parlait des surfaces d'échange, bien évidemment, on peut avoir plusieurs moteurs en parallèle. Attention toutefois, on se donne une limite jusqu'à 4 sur un aérocondenseur. Pourquoi pas plus? Parce qu'on est sur des moteurs qui n'ont pas des isolations très très renforcées. Au-delà de 4, on peut toujours, mais il faut mettre un filtre sinus.
On se donne cette limite de 4, on sait que ça passe, on sait que les tolérances de ces moteurs-là, quand c'est des moteurs AC ou des moteurs aimants, tiennent. Si on les multiplie, on en met 8, 10. Alors déjà, vous avez un écart de puissance entre le variateur et chacun des 8 moteurs. Donc attention aux protections thermiques individuelles, bien évidemment. Mais jusqu'à 4, ça ne pose aucun problème. On n'a pas besoin de rajouter de filtre sinus. Je reviens juste sur cette notion de filtre sinus, c'est des choses qui nous sont communément demandées. C'est voilà, j'ai un condenseur qui est en place avec une salle et machine, avec un pilotage qui est assez distant. De passer sur la variation de vitesse, ça m'oblige à changer les câbles blindés. Alors, il faut bien faire le calcul parce que si vous avez des kilomètres de câbles à retirer, il peut être intéressant de mettre en place un filtre sinus. Et là, vous n'êtes pas obligé de partir sur des câbles blindés. J'ai la question sur le retour d'huile. Alors, le retour d'huile, c'est sur le FC103 uniquement, hein. C'est pas sur le 102. Ouais. C'est 3 paramètres à modifier qui nous dit en gros que si le compresseur, on a donc une application de compresseur, si on fonctionne pendant un certain temps à vitesse mini, parce que la demande est faible, on va gérer une sorte de boost, en fait, en temps, en valeur et en temps, de manière à faire créer une chasse d'huile, comme disait Sébastien. Ce qui va nous permettre de vider les pièges à huile et de remonter toute l'huile sur l'installation, sur la centrale de compression. On a de nouveau les questions sur MCT10. Oui, on est en train de l'évaluer. Alors, c'est sans doute moi qui le ferai, je vous cache pas. La grande question, c'est qu'en confinement, MCT10, c'est quand même un logiciel interactif en ligne avec le variateur. Donc, dans la mesure où je peux pas avoir de variateur chez moi, pendant le confinement, je suis en train de réfléchir à vous proposer le meilleur sans avoir un variateur connecté dessus. Donc, c'est pour ça que ça tarde un peu et que vous ne le voyez pas arriver dans les programmes. Mais oui, la demande est réelle tous les jours. Et je me mets la pression, mais je suis désolé, avec le confinement, ce sera pas forcément aussi évident que si j'étais à mon agence, dans ma salle de formation avec un variateur connecté. Mais oui, ça va venir. J'ai aussi la question, l'intérêt de tourner à 100 Hz sur un moteur 1500 tours. Oui, en effet, en effet. Alors après, ça dépend comment c'est dimensionné. Si je parlais en termes mécaniques, sur des applications toutes différentes de mouvement, je vous dirais que c'est un mécanicien qui s'est trompé dans le rapport de réduction. Oh non, on va pas faire d'humour. Non, il n'y a pas forcément de risque en termes du fonctionnement du moteur. Si on est sur du moteur asynchrone traditionnel, après sur des moteurs à aimant ou reluctance, il faut quand même s'en assurer. Après, dès l'instant que le variateur et le moteur sont dimensionnés par rapport à ce point de fonctionnement à 100 Hz, sur du moteur traditionnel, je vois pas d'inconvénient. Mais attention, au-delà si le moteur est plaqué 1500 tours, 400 volts, 50 Hz, quand vous dépassez les 50, on n'est plus à couple constant, mais à puissance constante. Et je vous promets que quand on est sur des applications type quadratique, sur de la pompe, vous passez déjà de 50 à 55 Hz, vous touchez les limites et le variateur commence à être en limite de couple ou limite de courant, hein, clairement. Hein. Donc, ça veut dire que tout doit être dimensionné pour ce point de fonctionnement. Mais après, si on est sur un 4 pôles, il n'y a pas de risque particulier. Je vous dis, sauf moteurs spéciaux avec des limites de fonctionnement. Ok. Peut-on réaliser un mode de mètre suiveur pour des compresseurs de froid? Oui, bien entendu. Oui, bien entendu, on peut. Hein. Après, c'est-à-dire qu'on enclenche et on reprend la vitesse déjà réalisée. Ouais, ça risque de faire un saut de puissance quand même. Hein. De puissance froid d'un coup quand même. Hein. Ouais. Mais on peut. Rien n'empêche, les régules sont faites pour. Hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. On me pose la question d'un compresseur inverteur type BLDC, alors de quelle marque? Courant continu. Oui, alors BLDC, en fait, c'est brushless courant continu. C'est un petit peu comme les moteurs EC, mais à l'envers. C'est-à-dire avec le rotor interne. Oui, on peut les piloter sans aucun souci. Par contre, prenez soin d'avoir toutes les données, parce que ces compresseurs-là, pour en avoir démarré, il n'y a rien sur la plaque moteur. Donc le jour de la mise en service, prenez soin d'avoir toutes les données avant hein, bien évidemment. Sachez que ça peut même se piloter sur des variateurs relativement simples. Si on est sur des petits rotaries, par exemple des petites puissances, vous n'avez
vous n'avez même pas besoin d'avoir du premium type FC102, FC103, vous le faites en pur U sur F avec un FC280, pour la petite info. On en a déjà démarré et ça fonctionne très bien. Non, c'est facile, étant donné que les aimants sont sous forme de créneaux, le signal est très très facile, donc vous n'avez pas besoin. Alors, bien entendu, si vous voulez toutes les fonctions de régule, et puis je vous encourage à mettre du FC102, 103, d'aller sur du premium, mais sachez que vous pouvez démarrer ces petits Rotary-là avec des variateurs plus compacts. Plus basique, ouais. Plus basique. Les ventilateurs en multi, on en a parlé. Le micro de 120. Ah, j'en ai encore plein des questions. Concernant le nouveau programme de maintenance, comment effectuer la surveillance du bobinage? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une signature. Il y a un enregistrement de signature. Donc, si on peut avoir le choix, soit on le fait au démarrage en cours de mise en service, ou on peut sélectionner, c'est-à-dire que c'est en cours de fonctionnement. En cours de fonctionnement sur 1 mois, sur 2 mois, sur 6 mois. Et donc, le variateur enregistre la signature et on va se donner des zones de tolérance. Je crois que c'est plus ou moins 3 écarts types de mémoire, avec une zone jaune, une zone orange, une zone rouge, avec 3 niveaux d'alerte. Et l'instant qu'on a une forme qui est différente de la signature. Après, le détail des calculs, comme disait Sébastien, c'est quelque chose qui est breveté. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas le détail de l'algorithme. J'en suis profondément désolé. Alors, maître suivant, on a parlé, la surveillance. Hop. Dans le cadre des C2E, il y a une fiche intéressante, UT136. Oui, qu'elle est intéressante, bien sûr. Mise en place de variateur, plus moteur, plus compteur d'énergie. Avez-vous des études type de dimensionnement? Alors, type, oui. Non. L'étude, bien sûr, avec plaisir. C'est le rôle de Sébastien, clairement, de vous accompagner là-dessus. Je reprends juste un mot sur cette fiche 136. Ne pas oublier aussi qu'il y a un petit rapport à fournir sur la bonne, comment dire, l'intérêt d'installer de la variation de vitesse, Et là, dans FOSS, moi, je suis à votre disposition. Si vous avez les caractéristiques de fonctionnement, c'est bien souvent une installation existante sur laquelle vous intervenez et proposez cette fiche. Par contre, il faut récupérer les temps de fonctionnement, les taux de charge, les intensités, et avec toutes ces données, on a un logiciel, enfin un logiciel, ça c'est plus, c'est en interne dans FOSS, on arrive à vous simuler des économies. Et là, en plus de la fiche 136 qui est très rémunératrice, enfin, qui rémunère énormément, on a de l'économie d'énergie à faire. Faut pas oublier que on gagne sur tous les tableaux avec cette fiche-là. Et oui, on a des cas qui ont été sur du stockage, alors faire attention sur le stockage, il faut qu'il y ait de la transformation de produits. Regardez bien aussi tout ce que ça implique sur cette fiche 136. Si vous avez juste du stockage, c'est considéré comme du tertiaire, donc la fiche 136 ne s'applique pas. Donc il faut bien être vigilant de ce côté-là, mais oui, il y a des très belles choses à faire. La question qui peut arriver, c'est est-ce que l'installation de la fiche 136 nécessite un compteur d'énergie, la mise en place d'un compteur d'énergie. L'énergie comptée dans nos variateurs, c'est l'énergie qui est délivrée sur le moteur. Elle ne prend pas en compte l'efficacité du variateur. Donc notre compteur ne peut pas fonctionner, il n'est pas valable dans cette fonction. Donc il faut un compteur d'entrée qui prend en compte la fonction du variateur, les pertes du variateur. Alors j'ai une question, j'aimerais des précisions par contre. Dans le menu Quick Menu, est-il possible d'intégrer l'analyse initiale du moteur? Qu'est-ce qu'on entend par là? Si la personne veut bien mettre son micro. Je pense que c'est l'AMA. Je vais lui libérer le micro. Ah, la M1, pourtant, elle est dans le Quick Menu, dans le FC103, dans le 102, 103. Il y a une chose qui n'est pas tout à fait encore qui est en cours d'amélioration, je dirais, il y a un nouveau soft. Sur le 103 notamment, il avait un petit train de retard. C'est quand on est sur des moteurs spéciaux, par contre, il y avait des paramètres qui manquaient. Et on avait vu ça tout récemment. Il y a donc une évolution soft qui va apparaître dans les semaines prochaines. J'ai eu le tuto de la formation la semaine dernière. Il y a des petites choses qui manquaient en effet, mais sur les moteurs spéciaux, pour moi, sur les asynchrones, on avait tout. Mais voilà. Votre micro est ouvert si vous voulez poser la question. Ah bah vous venez de le refermer. Peut-être qu'on y a répondu dans ce cas. Ok, mais n'hésitez pas autrement par écrit, parce qu'il n'y a pas de souci. Oui. Oui, c'est moi qui ai posé la question donc sur l'analyse initiale que vous faites là sur les moteurs électriques.
Je ne l'ai pas encore, moi, constaté parce que je ne savais même pas que ça existait. Est-ce que c'est déjà d'office sur les variateurs existants ou c'est des options des Ah, vous améliorations? parlez de la maintenance conditionnelle, la Voilà. surveillance conditionnelle. Oui, Ouais. Ah, ok. Ah, pardon. Oui, mais ok, d'accord, on est allé un peu vite. Alors, c'est quelque chose qui va apparaître sous forme de licence dans les prochaines semaines. Dans un premier temps, donc c'est-à-dire à l'achat du variateur sous forme d'option ou licence, et d'ici quelques mois, je dirais fin d'année, on aura les possibilités de l'intégrer dans l'offre Drive Pro Retrofit. Pas des Retrofit Upgrade, pardon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est optionnel, qui pourra, donc pour l'instant, assez vite, on pourra l'avoir sur des variateurs neufs et en sélectionnant l'option, et dans quelques mois, de pouvoir upgrader de l'existant. Donc pareil avec une offre Drive Pro Service. d'accord, merci. Avec, sur les variateurs qui sont un petit peu plus anciens, la nécessité de changer la carte de commande. Faut faire attention. Faut, sur cette analyse de possibilité d'actionner la CVM sur un variateur existant, il faut nous fournir le numéro de série et on arrive à vous dire si on a la possibilité de l'activer ou pas. Parce que Ou ce qu'il faut faire pour l'activer. je m'excuse d'insister, dans l'idée, les nouveaux variateurs qui seront équipés ou programmés pour faire cette analyse-là, est-ce que cette analyse-là sera, on va dire, automatique à la mise en service ou ce sera quelque chose à lancer? À dire, Alors, il y voilà, aura, je rebondis sur le MCT10, mais il y a une session la semaine prochaine là-dessus, hein, sur la CBM. Antoine, dis-nous le jour, s'il te plaît. Il y a une session de formation là-dessus, particulièrement là-dessus. Oui, c'est à lancer, en effet. Hein, il y a des menus, il y a un tuto, enfin pas un tuto, un plugin sur MCT10 avec les courbes, etc. Donc, en gros, vous préparez ça lors de la mise en service et vous revenez. Comment? Mardi 14h. Lundi, Ouais. c'est férié. Mardi 14h, donc sur le CBM. Et donc, vous pouvez le programmer à la mise en service, soit un enregistrement de signature immédiate, soit dans le temps en fonctionnement, au choix, quoi. d'accord. Une question sur la vitesse mini. Je pense qu'on parle des compresseurs. Donc, on dit souvent, oui, des vitesses requises pour la lubrification, tout comme pour la ventilation, si vous êtes sur un ventilateur, hein, pour sortir de la plage morte. Donc, le mode de protection de démarrage compresseur, en fait, implique donc cette vitesse mini, l'accélération initiale également, et la surveillance comme quoi on a démarré en un minimum de temps. Tout ça réglable, bien évidemment. Et en plus de ça, vous avez également une vitesse mini de fonctionnement qu'on met de l'ordre de 10% en dessous. C'est-à-dire que si à un moment donné dans le fonctionnement, la demande pousse, mais qu'on arrive par exemple en limite de courant du moteur ou une alerte quelconque, le variateur va avoir tendance à décélérer, donc produire moins de puissance, et la demande continue de pousser. Et à ce moment-là, ben, on peut très bien aller jusqu'à zéro. Et non, vous avez une vitesse basse qu'on règle généralement 10% en dessous de la vitesse mini de lubrification. Donc si vous êtes à 30, vous mettez 25-27 comme limite basse, et à ce moment-là, le variateur se met en alarme et se bloque complètement pour sécuriser la lubrification. En sachant que les vitesses d'alimentation, enfin les fréquences minimes d'alimentation des moteurs, des compresseurs sont souvent annoncées par le compressoriste. Hein. Il faut vraiment respecter ces limites basses. Hein. Une question sur un ancien condenseur avec des ventilateurs différents, donc changement de certains moteurs. Bon, après, on peut les mettre en parallèle s'il n'y a pas trop d'écart, je dirais clairement. Faut juste s'assurer, si vous me dites ancien moteur avec des changements, juste s'assurer qu'ils vont supporter la variation de vitesse plus de quelques mois. Il faut quand même s'en assurer là-dessus. Mais on a déjà vu des applications avec des moteurs en parallèle, avec des écarts de puissance à 1,1, 1,5, de 2. Bon, on est sur de la ventilation, hein, donc il n'y a pas un couple ultra contraignant non plus. Bon, il y a deux, trois petites vérifications à faire, hein, que le moteur ne claque pas au bout de 3 mois d'utilisation sur variation de vitesse. Mais grosso modo, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Alors, on parle de survitesse.
est-ce que quand vous parlez de certains fonds de la survitesse, faire attention, vous parlez plus que 60 Hz? On voit de tout. Je ne cache pas qu'on voit de tout. Clairement, sur du compresseur à vis, on peut aller plus haut. Dès l'instant, je répète, que le moteur est dimensionné pour le point de fonctionnement final de la map du compresseur et le variateur également. Il n'y a pas de souci. Après, sur du scroll, sur du piston, faut se méfier quand même. Hein. C'est la mécanique qui parle après. Hein. Donc, oui, on voit des choses qui vont à 65, 70 Hz sur des vis. Mais dès l'instant que l'ensemble est dimensionné, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai une question sur les scrolls en Schiller. Avez-vous une date estimée de la variation de vitesse scroll? Alors, il y a des offres sur les Schiller qui sont fournies par Danfoss Commercial Compressor, qui sont, alors Sébastien l'a dit, plutôt dédiés clim sur les Schiller. Il y a des choses qui existent clairement au catalogue. Donc c'est un ensemble compresseur vitesse variable plus variateur avec un moteur haute efficacité puisqu'on est sur une base moteur à aimant grâce à toutes puisque c'est le même logiciel de variateur grâce à tous les mêmes algorithmes. Donc il y a des choses qui existent, mais il faut se rapprocher de nos collègues d'Enfos Commercial Compresseur. Ça répond à la question? C'est moi qui avais donc posé la question. Oui. Savoir là en termes de puissance aussi, pour l'instant, jusqu'à quelle puissance frigorifique les compresseurs scroll en variation de vitesse sont-ils disponibles? Je crois que il s'appelle 170. Alors Sébastien, je vais avoir besoin de ton aide. Quand on dit que le VZA 170. Les dernières générations, là, j'ai plus les docs en tête. Mais si vous pouvez nous renvoyer juste un petit mail et puis on transférera votre demande vraiment au département qui se charge de la commercialisation. Le plus gros, le 170, c'est 30 kW électriques, mais par contre, je ne sais pas exactement à combien ça correspond en puissance frigo. Ça va dépendre du régime de fonctionnement, donc comme ça, c'est un peu difficile à dire. Il faut vraiment le simuler dans le logiciel et puis regarder un petit peu ce que ça peut générer en termes de puissance. J'enverrai la demande par mail. Ok, merci. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Peut-on contrôler deux compresseurs à vis par un seul variateur? Alors, mécaniquement, oui. Électriquement, oui. Après, quel est l'intérêt en réfrigération? Je suis un peu plus perplexe. Ouais. Un capteur de vibration peut-il piloter le bypass de vitesse? Non, c'est deux fonctions séparées. C'est dissocié. Le capteur de vibration, il est là vraiment pour de l'acquisition de données et de l'alerte, alors que le bypass, les fréquences de bypass se règlent en semi-automatique. Et ça se fait lors de la mise en service. Ouais. Peut-être que demain, à l'avenir, oui, avec encore plus d'intelligence artificielle, on peut l'imaginer. Mais à l'heure actuelle, non, c'est une bonne question. C'est intéressant ça. J'aime beaucoup. Non, à l'heure actuelle, les fonctions sont séparées. Ouais. Plusieurs sauts de fréquence dans le même registre. Oui, 4 bandes. En fait, le mode semi-automatique, vous partez de 0, le variateur grimpe en fréquence tout doucement et il vous demande d'appuyer sur la touche OK quand vous sortez d'une zone de vibration, parce qu'on ne se rend jamais compte quand on y rentre. Par contre, quand on en sort, on va jusqu'au maxi, jusqu'à 50 Hz ou plus. Et après, il fait la même chose à la descente, donc on re-rentre dans la zone de vibration, et quand on en ressort, on appuie sur OK, et lui détermine ses sauts de fréquence. Comment savoir la vitesse mini sur une pompe ou un ventilateur? C'est des constructeurs. Principalement par les fiches techniques. Bon, c'est vrai que si on est sur de la modernisation, je dirais Google est ton ami. J'aime bien cette expression. Non, il faut avoir les données typiques. À la base, on est plutôt, on est sur des mini à 25-30 Hz, mais il faut savoir que sur certaines pompes, des fois, c'est plus haut. Donc, il vaut mieux se renseigner auprès du constructeur, pardon, je voudrais pas vous dire trop de bêtises. Et puis, on n'a pas la dernière, quoi. Pour les compresseurs à piston, qu'est-ce qui permet de régler avec précision la variation de 75 à 100%, l'ajout de capteurs simplement ou la mise en place d'une régulation bien spécifique? En fait, le fait
d'avoir cette précision. En fait, si vous avez un système, un compresseur à piston piloté par variateur, c'est la régule qui va nous faire. Alors que là, qu'on utilise la régulation interne du variateur avec un capteur BP ou avec une régulation externe type Unisab qui gère à la fois la vitesse variable et l'enclenchement des pistons en fait. Voilà. Et puis le tuto, on me demande le tuto MCT10. Oui, on va faire de notre mieux, mais bon, c'est pas le genre de choses le plus facile. Je fais défiler la note de dimensionnement. Non. Il reste 4 questions. Ouais. Nous rencontrons une gamme de variateurs FC103 avec un nouvel interface et qui est a priori sans quick menu. Ça doit pas être le FC103. Je pense que c'est plutôt soit le FC101, soit avec un afficheur parce que le numérique. FC103, c'est celui qui a le quick menu l'assistant le plus développé. Par contre, c'est peut-être des FC101. Ouais, c'est ce que disait Antoine. Hein. Ou avec des afficheurs numériques. Sur certaines configurations, on peut avoir ça. C'est pas des 103, mais on peut avoir. Ça ressemble, mais c'est pas des afficheurs numériques. C'est des afficheurs numériques effectivement qui sont un peu plus embêtants à programmer. C'est dommage sur FC103, ça gâche un peu le truc quand même. Mais bon, si ça vient d'un constructeur, ça va revenir vers nous la personne qui a posé la question. Avec un numéro de série, ça peut nous aider. N'hésitez pas. Avec un code complet, numéro de série, si vous voulez revenir vers nous par email, parce que ça me surprend quand même. Chercher. Après, on avait quelques tutos qu'on a réalisés aussi sur la mise en œuvre et le démarrage rapide. Ça, c'est des choses qui pourraient être mises en ligne aussi, notamment sur les installations de réfrigération. Donc, on avait un petit tuto c'est tout en ligne sur notre site. Si vous allez dans la partie correction et dépannage, alors sans mauvais jeu de mots sur les traductions, vous aurez accès à tous ces tutos et aux exemples de programmation. Il y a quelqu'un qui nous a dit je dois retourner bosser. Mais parce que on n'avait pas l'impression de travailler, c'est vrai. Oui, a priori sur les 103, ce serait chez Profran. Ouais, c'est un peu dommage avec les afficheurs numériques. Bon, sachez que de toute façon, sur les centrales transcriptiques, surtout FC103, même s'il arrive chez vous sur une centrale avec l'afficheur numérique, vous pouvez mettre à la place l'afficheur graphique. Il n'y a pas de souci. Même sur des modèles IP55, vous pouvez le démonter. Vous pouvez plugger à la place l'afficheur graphique qui a toutes les fonctionnalités. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Ah, alors c'est chez Profran, c'est les 301, me dit Alexandre, chez nous. C'est les FC 301. Mais de la même manière, vous pouvez aussi mettre un afficheur graphique. Il n'y a pas de souci. Ouais. Parfait. Eh bien, merci à vous tous. Merci de votre participation. On est encore nombreux cet après-midi. Ça fait toujours plaisir. Oui, si vous avez des questions par mail, n'hésitez pas. On est toujours à votre disposition, quoi qu'il arrive. D'ici là, demain, pas de formation. C'est le jour des enfants. Jeudi matin, on se retrouve pour un programme cette fois-ci sur l'agroalimentaire et les solutions d'Enphos pour l'agro et du coup l'embouteillage. Donc voilà. D'ici là, portez-vous toujours très très bien et on espère vous voir nombreux du coup à partir de jeudi. Merci à vous tous, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.